À chaque attraction palpitante s'accompagne une promesse de sécurité, mais parfois cette promesse est rompue, que ce soit à cause d'erreurs des opérateurs ou de violations flagrantes des règles de sécurité. Voici 7 catastrophes tristement célèbres survenues dans des parcs d'attractions. Numéro 1. Les accidents du grand Wheat Son of Beast. C'est une belle journée d'été. Pendant la saison des vacances à Mason, dans l'Ohio, amis et familles sont venus profiter des manèges et des attractions de Kings Island. Le parc d'attractions possède le plus grand 8 en bois du monde, le Son of Beast. Mais à 16h45, le 9 juillet 2006, des cris retentissent, mais pas ceux que l'on attend habituellement d'un grand 8. Le manège Son of Beast a mal fonctionné, ce qui a entraîné l'hospitalisation de 27 personnes principalement pour des blessures à la poitrine et au cou, selon l'un des blessés. Citation. « Quand nous avons percuté, c'était comme heurter un mur de briques. On se dit tout de suite « Attends une minute, ça ne fait pas partie du manège ». Elle se souvient de ses pensées en traversant la boucle. Citation. « Je me disais « Oh mon Dieu, on va mourir, on va mourir ». Heureusement, aucune des victimes n'a été grièvement blessée et la plupart ont pu partir après 5 heures. Cependant, cet incident n'était pas isolé. C'était un des nombreux incidents sur ces montagnes russes réputées dangereuses. Le Fils de la Bête était à l'origine un projet très ambitieux, coûtant au propriétaire Paramount Parks 20 millions pour sa construction. L'ingénieur en montagnes russes Werner Stengel a conçu l'attraction, une légende dans l'industrie. Il est reconnu pour avoir créé la toute première montagne russe moderne avec boucle en 1976. Le parc a annoncé son intention de construire l'attraction en 1999. Stengel a participé à la conception initiale de l'attraction, mais la Roller Coaster Corporation of America a réalisé la majeure partie des travaux de construction. La construction a nécessité 2,5 millions de piétaux de bois, 2400 fondations en béton et 225 000 boulons en acier de 21 pouces. L'attraction a été nommée d'après la plus grande montagne russe au monde, la Bête, et était censée perpétuer cet héritage. Le Fils de la Bête est devenu la première hypermontagne russe en bois de plus de 200 pieds. Elle possédait également une boucle verticale de 36 mètres de haut et atteignait une vitesse de 126 km/h. La taille et la structure de l'attraction ont battu 7 records du monde et étaient caractérisées par ses vitesses téléphoniques terrifiantes et ses multiples descentes. Fils de la Bête a rencontré des problèmes dès le début. Pendant sa construction, une section de 15 par 30 mètres de support en bois s'est effondrée à cause de fortes rafales de vent. Plus tard, Paramount Parks a licencié la Roller Coaster Corporation of America et a terminé le projet eux-mêmes. Les choses ne se sont pas vraiment améliorées. L'attraction a ouvert pour la première fois le 28 avril 2000, mais a dû être fermée le même jour pour réparer une petite partie de la voie. Avec l'ouverture déjà retardée, un mois de plus fut un contretemps inattendu. La première année de Son of Beast a aussi connu d'autres dysfonctionnements de la voie et des capteurs. Devenu tristement célèbre pour sa rudesse, il secouait souvent les passagers. Le parc perdait désormais de l'argent et sa réputation en pâtissait. Le parc a poursuivi la Roller Coaster Corporation of America pour dommages-intérêts, mais a perdu le procès la même année. Alors qu'il était en marche, le Son of Beast s'est arrêté brusquement. Bien qu'il n'y ait eu aucun blessé, les passagers sont descendus par l'escalier et l'attraction a été fermée pendant 3 heures. Les inspecteurs ont découvert une section de voie rugueuse d'environ 15 pieds. En 2001, 2 autres incidents se sont produits. L'un a laissé un passager avec une vertèbre fracturée, l'autre avec une fracture du cou. Puis, en 2003, une personne qui s'était blessée au dos a été admise à l'hôpital. Malgré cela, aucun défaut de conception n'a été signalé comme étant responsable. Les blessures ont été attribuées aux conditions préexistantes des victimes. Aucune autre information n'a été publiée à leur sujet. Cependant, le 9 juillet 2006 fut différent. En fin d'après-midi, l'un des trains qui passait a fissuré une poutre de soutien. L'accident a eu lieu dans le Rose Bowl, qui se trouve à mi-parcours de l'attraction. Bien que ce train soit revenu sans encombre, cette fissure allait s'avérer problématique pour le train suivant. Le manque de soutien a entraîné un affaissement de la voie qui s'est aggravé lorsque la force du deuxième wagon est passée. Cependant, l'accident n'a pas arrêté le train et le wagon est retourné à la gare d'embarquement. Un support vertical en bois n'a pas supporté le poids et s'est fissuré, provoquant une secousse brutale de l'attraction et de multiples blessures chez les passagers. Heureusement, personne n'est mort. Ce qui distingue cet incident des autres accidents, c'est que les concepteurs de l'attraction étaient responsables. Un inspecteur d'attraction de l'État a indiqué que les poutres de soutien en bois étaient fissurées et même fendues par endroits. Il y avait aussi une secousse brutale, ce qui, selon lui, explique pourquoi des personnes ont été blessées.
Le département de l'agriculture de l'Ohio, qui est également l'autorité responsable de la sécurité des montagnes russes, a déclaré que la poutre avait provoqué, je cite, « une légère déformation de la voie, entraînant un effet de nid de poule, ce qui a blessé les passagers ». Le consultant en parc à thème, Denis Spiegel, a expliqué qu'il n'est pas rare que des poutres se cassent sur les montagnes russes en bois, car ces attractions subissent de fortes contraintes. Et en vieillissant, ce genre de situation peut se produire. Jennifer Wright faisait partie des 27 victimes et a poursuivi Paramount Parks en justice. Parmi ces preuves figurait une interview vidéo de Rick Schmisi du département de l'agriculture de l'Ohio, chargé d'enquêter sur l'incident. L'enquêteur a donné une réflexion assez accablante sur ce qui s'est passé. Schmisi a affirmé que le parc aurait dû savoir qu'un accident de ce genre pouvait se produire depuis sa création. Il a témoigné lors du procès déclarant « Ils les réparaient provisoirement, puis attendèrent de voir ». Ils ne se sont jamais vraiment arrêtés pour dire « Nous avons un problème avec cette attraction dans son ensemble ». De plus, l'enquêteur a déclaré qu'il y avait, je cite, « un mouvement latéral excessif », où la voie oscillait constamment d'un côté à l'autre. Cela a causé des connexions en bois lâche, l'usure des trous de boulons, un mauvais alignement et des vibrations imprévues. Il a expliqué que résoudre un problème sur une partie en déplaçait vers une autre de la voie. Jonathan Yannick a aussi poursuivi le parc après une blessure à l'épaule nécessitant une opération. La plainte réclamait 500 000 $ de dommages-intérêts compensatoires et plus de 350 000 $ de dommages-intérêts punitifs. La plupart des autres poursuites se sont soldées par des accords à l'amiable. Jennifer Wright et Jonathan Yannick voulaient porter l'affaire devant les tribunaux pour la rendre publique et empêcher que cela ne se reproduise. La victime a indiqué que lorsqu'un accord à l'amiable est accepté au lieu d'un procès, le public pense souvent que le plaignant voulait juste de l'argent. Le duo, persuadé d'actes répréhensibles, ne se sentait pas intimidé par les avocats bien payés de la société multimillionnaire, a déclaré Wright. Citation. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que la vérité éclate et que plus personne ne soit jamais blessé. Je me bats encore et j'aimerais offrir toute aide ou preuve. Je ressens encore leur douleur. » Wright a finalement accepté des dommages et intérêts si le témoignage de Schmisi était rendu public, a-t-elle déclaré. Citation. « Je me sentirais coupable de garder cette information. Et si dans un an, quelqu'un était gravement blessé après l'incident. Le consensus général était que la solution la plus sensée serait de fermer définitivement l'attraction, a déclaré Robert Niles, rédacteur en chef de Theme Park Insider. Citation. « Une poutre principale cassée sur des montagnes russes, c'est comme une jambe cassée sur un cheval de course. On pourrait dépenser des millions pour réparer. Mais dans la plupart des cas, on l'abat simplement. Mais le parc ne l'a pas abattu. » Au lieu de cela, l'attraction a continué après un certain nombre de modifications, notamment la suppression de sa boucle verticale, ce que, selon le porte-parole de Kings Island, Don Elbig, ils ont nié être liés à l'incident. Citation. « La suppression de la boucle a été une décision prise par le parc afin que nous puissions utiliser différents trains. Les trains que l'attraction utilise maintenant sont plus légers et plus confortables que les trains d'origine. » La décision de ne pas retirer l'attraction allait revenir hanter le parc en 2009 avec un nouvel accident, selon le Dayton Daily News. Jill Tovela a déclaré qu'elle, je cite, « s'est sentie étourdie et a eu un fort mal de tête après avoir pris les montagnes russes le 31 mai. Et on lui a ensuite diagnostiqué, je cite, un vaisseau sanguin rompu dans la tête. Cependant, une enquête sur l'incident a innocenté le parc de toute faute. Néanmoins, le parc était toujours réticent à rouvrir l'attraction. » À l'époque, le directeur général de Kings Island, Greg Scheid, a déclaré, je cite, « 8 jours après avoir pris mes fonctions, l'accident s'est produit. Nous avons eu du mal avec cela depuis, nous avons adouci l'attraction. La plupart des gens diront qu'ils sont à l'aise avec l'attraction, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec l'attraction. Par la suite, le fils de la bête n'a plus jamais fonctionné. Le parc n'a jamais annoncé sa mise à la retraite. Au lieu de cela, l'attraction a simplement disparu. En 2010, l'attraction avait disparu du site web du parc. Puis, en 2012, l'attraction a été démolie et toutes ces années de construction et d'entretien se sont retrouvées réduites à des décombres au sol. Le parc s'est retrouvé avec une perte de 10 millions de $. Paramount Parks voulait poursuivre en justice la Roller Coaster Corporation of America, mais cette entreprise a fait faillite en 2005. Kings Island s'est ensuite tourné vers une action en justice contre l'assureur de l'entreprise aujourd'hui disparue. En 2008, ils ont perdu le procès, ce qui a coûté encore plus cher à l'entreprise en frais juridiques. Cela s'ajoutait aux indemnités versées aux dizaines de personnes blessées par les montagnes russes. Il est difficile de considérer le Son of Beast autrement que comme un désastre total, tant en ce qui concerne la mise en danger de la vie des gens que le gaspillage colossal d'argent.
Espérons que le parc et l'industrie dans son ensemble tireront des leçons de cette expérience avec le Son of Beast. À Kings Island, l'attraction est différente et une pierre tombale commémorative se trouve où les visiteurs attendent. Le nom de la nouvelle attraction est à juste titre appelé la Banshee, un fantôme hurlant dans la mythologie irlandaise, tandis que le fantôme du fils de Beast continue de hanter les lieux. L'incident de la tour de chute à Icon Park a eu lieu en 2022. Maintenant que l'enquête finale a été publiée, j'ai mis à jour l'épisode avec les dernières informations. Des cris d'excitation résonnent à travers l'Icon Park d'Orlando alors que l'attraction monte au sommet de la plus haute tour de chute autoportante du monde. Le véhicule circulaire tourne en s'élevant à 430 pieds de hauteur. À chaque seconde, les visiteurs deviennent de plus en plus excités. Une fois arrivés au sommet, ils seront lâchés en chute libre pour vivre une montée d'adrénaline ultime. Il y a cependant un enfant dans l'attraction qui semble manquer d'enthousiasme. Il est effrayé et, pour une bonne raison, il sent que quelque chose ne va pas. Après une brève pause à une hauteur vertigineuse, l'attraction commence à chuter. La chute libre ne dure que quelques secondes avant que les freins magnétiques ne s'enclenchent. Lorsque l'attraction revient enfin au sol, l'enfant effrayé a disparu. Son siège est vide. Lorsque la réalité s'impose, on entend d'autres visiteurs crier de panique. Un visiteur du parc a enregistré une vidéo de l'incident qui s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Les tours de chute sont classées comme des super attractions, l'attraction ultime des parcs d'attractions du monde entier. Attirant les amateurs de sensations fortes et les accros à l'adrénaline, elles offrent une excitation qu'on ne retrouve pas dans les manèges ordinaires. C'est ce qui fait d'elles des super attractions, après tout, mais en dehors de l'excitation, les super attractions ne sont pas sans risque pour les passagers. Très souvent, il y a une fine frontière entre les deux. À Icon Park, sur International Drive à Orlando, en Floride, la tour de chute libre est l'une des attractions les plus populaires depuis son ouverture en décembre 2021. L'attraction monte à une hauteur de 430 pieds. Au sommet, les sièges s'inclinent vers l'avant de 30 degrés avant de chuter de près de 400 pieds vers le sol. Pendant la descente, les passagers atteignent une vitesse impressionnante de 75 miles à l'heure. Elle a été fabriquée par la célèbre entreprise autrichienne de manège Funtime Rides et exploitée par le groupe Slingshot. Comme l'a souligné Coaster College sur YouTube, 2 autres incidents récents se sont produits sur les attractions du groupe Slingshot. En septembre 2020, un agent de maintenance est décédé après être tombé de l'Orlando Starflyer d'Icon Park. Ensuite, quelques mois plus tard, en mars 2021, un câble s'est rompu sur l'attraction Slingshot à Old Town, à Kissimmee, en raison d'une erreur présumée de l'opérateur. On peut donc se demander maintenant s'il s'agissait d'événements isolés ou s'il existe peut-être un schéma de problème de sécurité avec le groupe Slingshot. Lorsque Tyree Sampson est venue faire un tour sur la Drop Tower le 24 mars 2022, elle n'était en service que depuis 3 mois. C'était la toute dernière attraction du parc. Tout le monde était impatient de l'essayer, Tyree aussi. Tic, comme l'appelait un de ses amis, était un garçon exemplaire de 14 ans, originaire de Saint-Louis, dans le Missouri, qui visitait Orlando pour un programme de football américain. Il était un talent prometteur avec de grands espoirs de faire carrière dans ce sport. À son âge, Tyree n'était qu'un enfant qui voulait jouer au football américain et s'amuser. Icon Park semblait être l'endroit idéal où aller. Cependant, il y avait un léger problème qui empêchait Tyree de profiter de sa visite. C'était un garçon plutôt grand pour un adolescent de 14 ans, mesurant 1,96 m et pesant 154 kg. Pour cette raison, il s'était vu refuser l'accès à 2 attractions du parc, y compris le Giant Slingshot, une autre attraction très prisée. Mais Tyree était déterminé à monter sur l'une des attractions à sensations fortes et à tenter sa chance à la Drop Tower vers 23h30. Étonnamment, il a été autorisé à prendre l'un des 30 sièges. Un ami qui l'accompagnait a également fait un tour. Étant un grand garçon, Tyree se sentait mal à l'aise dans son siège. Le véhicule a été monté et a atteint le sommet à 430 pieds au-dessus du sol, puis, lorsqu'il a été décroché, il a commencé à tomber en chute libre. Environ 5 secondes et 400 pieds plus tard, l'attraction a commencé à ralentir sous la force des aimants. À cette hauteur, Tyree est tombé de son siège et a chuté au sol. L'équipe du parc s'est précipitée sur les lieux, mais il y avait peu de choses qu'il pouvait en faire. Presque immédiatement, un opérateur local du 911 a reçu un appel d'un témoin bouleversé, signalant que quelqu'un était tombé d'une attraction à Icon Park. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont transporté le garçon à l'hôpital, mais il était déjà trop tard.
Tyree Sampson est décédé de ses blessures la même nuit. Les pompiers et les forces de l'ordre ont fermé l'attraction. Le lendemain, le 25 mars, un inspecteur du département de l'agriculture et des affaires consommateurs de Floride est arrivé sur les lieux pour vérifier la sécurité de la tour de chute. En particulier celle du siège d'où Tyree Sampson est tombé une fois assis. Les passagers de la tour Freefall sont retenus par des harnais hydrauliques sur les épaules, les maintenant fermement sans possibilité de bouger. Une fois verrouillé, il a été constaté que le harnais à la place de Tyree était en position basse et verrouillé lorsque l'attraction s'est arrêtée. Chaque siège de la tour de chute est équipé d'un capteur de proximité qui détecte si le harnais est en position correcte et verrouillé. Une lumière verte au-dessus du siège s'allume uniquement lorsque le capteur détecte le harnais. Le véhicule de l'attraction est programmé pour ne pas pouvoir monter à moins que tous les passagers ne soient peintelas verrouillés dans leur siège. Peu après la chute, les opérateurs ont discuté pour vérifier si le siège était verrouillé. L'un d'eux a confirmé que tout allait peu bien en précisant que la lumière était allumée. Je ne sais pas. Tu as vérifié? Oui, pareil. Oh! J'ai essuyé la porte? Tu as vérifié? Oui, je l'ai fait. Vous l'avez bien vérifié? Oui, on l'a fait. J'ai essuyé la porte. Avant l'ouverture de la tour en décembre 2021, les responsables ont inspecté l'attraction et n'ont trouvé aucun défaut sur l'un des systèmes inclus, puisqu'il s'agissait d'une toute nouvelle attraction. La prochaine inspection était prévue pour juin 2022, 3 mois après la tragédie. Les responsables de la Floride ont engagé Quest Engineering et Failure Analysis Incorporated pour enquêter sur l'accident. Ils ont mesuré l'ouverture moyenne des dispositifs de retenue des sièges de l'attraction à 3,33 pouces, ce qui est considéré comme étant dans la plage de sécurité normale. Contrairement au réglage standard, l'ouverture du dispositif de retenue du siège de Tyree a été manuellement ajustée à 7,19 pouces. Le capteur du harnais de son siège avait été desserré, ajusté et resserré manuellement. Ce mauvais réglage du capteur de proximité de Tyree a trompé les mécanismes de sécurité électronique de l'attraction, en particulier les voyants des capteurs de l'attraction qui se sont allumés, indiquant que l'attraction était sûre à utiliser. Même si ce n'était pas le cas, le rapport a confirmé que lors du ralentissement de l'attraction, Tyree Sampson a glissé à travers l'espace entre le siège et le harnais. Il n'y a eu aucune défaillance mécanique ou électrique. L'erreur de l'opérateur est suspectée comme la cause principale de l'accident, mais les enquêteurs ont également mentionné de nombreux autres facteurs potentiels. Une attention particulière a été portée au manuel d'exploitation de l'attraction et aux exigences énumérées pour les passagers. Il indique une limite de poids maximale de 130 kg. Le regretté Tyree Sampson était, comme mentionné, un grand garçon et pesait 154 kg, soit environ 23 kg au-dessus de la limite. Le manuel de la tour de chute précise explicitement aux opérateurs, je cite, « Faites attention lorsque vous vérifiez si des personnes de grande taille peuvent s'asseoir, assurez-vous qu'elles rentrent dans les contours du siège et que la barre de sécurité s'ajuste correctement. Si ce n'est pas le cas, n'autorisez pas cette personne à monter, et ce, pour une bonne raison. Lorsque l'attraction chute libre, les passagers subissent de fortes forces G qui peuvent les soulever, d'où l'importance de bien fermer la barre de sécurité sur les épaules. Dans les jours qui ont suivi l'accident, des experts en sécurité des manèges se sont manifestés, soulignant que la conception de la tour de chute ne comportait aucune ceinture de sécurité reliant les harnais d'épaule au bas du siège. Certaines attractions de chute libre dans de grands parcs, comme celle d'Islands of Adventure d'Universal, à 5 km au nord d'Icon Park, disposent d'une ceinture de sécurité en plus des harnais en épaulière. Cependant, Funteam Rides cite une certification de sécurité affirmant que le système de retenue est adéquat, je cite. Il possède 2 verrous indépendants et les harnais d'épaule sont contrôlés. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une ceinture ou une protection, le siège et le système de retenue dépassant largement les exigences. Pendant ce temps, la famille de Tyree Sampson a intenté une action en justice. Ils ont intenté un procès contre plusieurs parties associées à la Drop Tower, y compris Icon Park, l'opérateur de l'attraction, Slingshot, le fabricant de l'attraction et le producteur des sièges. La plainte a principalement cité l'absence de limite de poids affichée et des erreurs présumées de l'opérateur comme les principaux facteurs ayant contribué à l'accident. En peu de temps, la famille a conclu un accord confidentiel avec Icon Park et Slingshot. Pour les fabricants étrangers, la bataille juridique a continué en raison de la gravité de l'incident et des inquiétudes pour la sécurité publique. La tour de chute libre Orlando Freefall a finalement été démantelée et retirée du site, laissant Icon Park derrière elle.
Les montagnes russes Twister de Lightwater Valley ont été confrontées à des problèmes qui ont provoqué non pas un mais 2 accidents tragiques. Monter à bord des montagnes russes, Treetop Twister était censé procurer une montée d'adrénaline amusante. Mais 2 accidents majeurs impliquant les montagnes russes à Lightwater Valley se sont révélés être une expérience bouleversante pour plus d'une famille. C'est un mercredi après-midi d'août de juin au parc d'attractions Lightwater Valley dans le North Yorkshire. 2 amis de l'université de Durham se réjouissent de célébrer la fin de leur 2e année à la fac. Gemma Savage, âgée de 20 ans, doit recevoir ses résultats d'examen le lendemain. Elle prépare un diplôme en sciences biomédicales. Mais tragiquement, Gemma ne sortira pas vivante du parc. Le Treetop Twister a ouvert en mai 2001 et été présenté comme une attraction à sensations fortes. L'attraction de 15 mètres de haut est un hybride entre des montagnes russes et ce qu'on appelle un waltzer, plus communément connu sous le nom de montagne russe tournoyante ou Wild Mouse. Les voitures individuelles accueillent en 4 passagers côte à côte et pivotent sur la voie, un peu comme un carrousel. Pendant le trajet, elles atteignent des vitesses allant jusqu'à 48 km/h. Le petit ami de Gemma, Joseph Schiman, dira plus tard lors d'une audience d'enquête que Gemma n'était pas inquiète à propos de l'attraction. Et cela ne semblait pas si effrayant à cause de sa restriction de taille, qui n'était que de 1,10 m. Mais pendant l'attraction, leur wagon s'est soudainement arrêté, et Joseph dit que le personnel leur a demandé de rester assis avant que leur voiture ne recommence à bouger. Les 2 ont aperçu une autre voiture devant eux, et ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Leur voiture a commencé à accélérer dans le virage en forme de U, percutant celle qui était devant eux, ce qui les a propulsés en arrière, s'écrasant contre une voiture qui se trouvait derrière eux. À vitesse maximale au bas du virage, Joseph a subi un coup du lapin et des douleurs au dos lors de cette seconde collision et a momentanément perdu connaissance. Mais lorsqu'il a repris connaissance, il a cru que Gemma avait perdu connaissance car sa tête tombait en avant et elle faisait des bruits de ronflement. Il n'aurait jamais pu imaginer que ces blessures étaient mortelles. Malheureusement, Gemma succomberait à des blessures au cou et à la tête à l'hôpital général de Leeds. 3 adolescents également impliqués dans la collision ont été soignés à l'hôpital de district de Harrogate pour des blessures à l'estomac, un coup du lapin et un adolescent avec un bras cassé. 3 ans plus tard, en 2004, la famille de Gemma obtiendrait enfin des réponses grâce à l'enquête sur sa mort. Malheureusement, ce ne seraient pas les réponses qu'ils espéraient obtenir. La famille espérait entendre un verdict d'homicide illégal qui concerne la négligence criminelle, mais le tribunal a conclu à une mort accidentelle. En droit anglais, ce terme signifie une mort liée à un risque pris volontairement. Au cours de l'enquête, le jury avait entendu que la collision s'était produite lorsque l'ingénieur Eric Butters essayait de descendre des voitures. Celles-ci avaient été arrêtées par mesure de sécurité par le système informatique des montagnes russes, car celles-ci ne disposant pas de mécanisme de freinage traditionnel à bord. La voie s'est divisée en sections, appelées sections de blocs, contrôlées par l'ordinateur de l'attraction. Ce système ne permet qu'à un seul train d'être dans une section à la fois, empêchant ainsi les trains ou les voitures d'entrer en contact ou de se percuter. Cependant, l'ingénieur n'aurait pas actionné le bouton d'arrêt d'urgence qui aurait permis d'arrêter l'ordinateur. Cela signifiait que le logiciel et l'ingénieur tentaient tous 2 de contrôler l'attraction en même temps, ce qui a conduit à la collision. Cependant, selon la conception, la commande manuelle n'aurait pas dû fonctionner sans appuyer sur le bouton d'urgence. Mais selon les rapports, la commande manuelle n'a été possible qu'à cause d'un câblage défectueux. D'après les témoignages lors de l'enquête, les tests effectués par le fabricant de montagnes russe Revershan, les installateurs et un organisme d'inspection indépendant n'ont pas permis de détecter le câblage défectueux qui a contourné le système d'urgence. En fait, l'ingénieur en manège pour l'organisme de santé et sécurité, John Madden, a découvert un ensemble d'erreurs humaines et de défauts mécaniques qui ont conduit à l'accident du Treetop Twister, les concepteurs français du Twister. Revachon Industries SA ont été poursuivis et condamnés à une amende totale de 175 000 livres pour ne pas avoir assuré la conception et la construction sûre des montagnes russes. Les propriétaires du parc, Lightwater Valley Attractions, ont été condamnés à une amende totale de 110 000 livres pour manquement à la sécurité et frais juridiques. L'électricien Eric Butters a été condamné à une amende cumulative de 3 000 livres au tribunal de Leeds Crown après avoir plaidé coupable de violation des règles de santé et de sécurité.
Le Treetop Twister a été renommé le Twister peu après l'accident et a continué de fonctionner. Cependant, ce ne serait pas la dernière fois que les services d'urgence se précipiteraient pour intervenir lors d'un incident au Twister. Le vendredi 31 mai 2019, un garçon de 7 ans et sa famille ont visité Lightwater Valley comme une sortie de mi-trimestre offerte par l'école. Mais ce qui avait commencé comme une journée familiale amusante s'est rapidement transformé en un événement bouleversant lorsque le garçon est tombé de près de 4,5 mètres au sol. Le garçon, qui se trouvait dans le wagon du Twister avec sa mère, a glissé hors de ses dispositifs de retenue et est passé par-dessus le siège. Alors que l'attraction approchait du point de la caméra souvenir, les passagers étaient attachés dans les wagons du Grand 8 par une barre de sécurité. Et un témoin a déclaré avoir vu que l'enfant n'était plus attaché par ses dispositifs de retenue. Le témoin oculaire Mark Charnley se trouvait au parc avec sa femme et ses enfants lorsqu'il a vu le jeune garçon suspendu en arrière du wagon, tandis que sa mère criait de façon hystérique. Nous avons juste levé les yeux vers les wagons. Ils étaient à environ 4,5 mètres du sol et il y avait un gars. Le garçon était suspendu en arrière à l'extérieur du wagon proprement dit. Il a réussi à sortir du dispositif de sécurité et se retrouvait suspendu en arrière du wagon, la tête en arrière. Quand il a levé les yeux, le garçon de 7 ans était suspendu à l'extérieur du wagon. Charnley a dit qu'il avait dû, d'une manière ou d'une autre, se libérer de ses dispositifs de sécurité avant de tomber la tête la première sur le sol d'une hauteur d'environ 4,5 mètres. Tout le monde a commencé à crier pour essayer d'attirer l'attention de l'homme qui faisait fonctionner la machine, mais il n'a pas vu ce qui s'était passé. Il a fini par remarquer et a arrêté complètement la machine. Et c'est à ce moment-là que les gars qui étaient là, moi, Mad, j'ai sauté la barrière pour voir où était le garçon. John Philo n'a pas pu attendre que l'attraction s'arrête avant de courir porter secours à la victime. Il a été le premier sur les lieux, risquant sa vie en sautant par-dessus la clôture et en traversant les rails alors que les montagnes russes étaient encore en mouvement. Il dit que ce qu'il a vu était choquant. Philo a raconté le moment effrayant où il a atteint l'enfant immobile, disant que le garçon avait des blessures au visage, ce qu'il n'oubliera pas de sitôt. Il est resté avec lui pendant plus d'1 heure, disant que son fils a aidé les ambulanciers à guider l'atterrissage de l'hélicoptère médicalisé. L'enfant était conscient et alerte lorsque les services d'urgence sont arrivés sur les lieux et il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital général de Leeds où son état a ensuite été qualifié de critique. Miraculeusement, il a survécu. Le garçon de 7 ans, dont l'identité reste confidentielle pour des raisons légales, a subi de graves blessures à la tête et est resté hospitalisé 1 mois. Sa mère a déclaré devant le tribunal en décembre 2020 que le petit garçon qu'elle avait emmené à Lightwater Valley ce jour fatidique n'était plus le même enfant que celui qui s'est réveillé après l'opération. Elle a ajouté qu'elle pleure toujours son fils. Les passionnés de parc auraient, selon les rapports, exprimé des plaintes au sujet du Twister pendant un certain temps dans les mois qui ont suivi l'accident, affirmant qu'une litanie de problèmes mécaniques nuisait à leur plaisir sur les montagnes russes. Une publication sur les réseaux sociaux indiquait que le Twister s'était arrêté à 3 reprises au cours du trajet à différents moments. Un utilisateur a signalé que le Twister rencontrait des soucis avec la barre de sécurité, allongeant l'attente, puis l'attraction a été fermée pour maintenance. Selon un autre passionné du parc, sa fille ne s'est pas sentie très en sécurité lorsqu'elle était sur le Twister, car les dispositifs de retenue de sa voiture étaient cassés, ce qui l'a amené à glisser sur le siège pendant que l'attraction était en marche. Les enquêteurs du deuxième drame ont découvert qu'une série d'erreurs, notamment des ceintures de sécurité défectueuses et le non-respect des règles de taille, étaient des responsables de l'accident du garçon. Le tribunal a appris que le garçon ne portait pas de ceinture de sécurité sur le Twister et qu'il est tombé entre le siège et la barre de retenue. Sa mère, présente dans la voiture, affirme que les opérateurs n'ont pas demandé de mettre la ceinture et que la barre ne maintenait pas bien le garçon. Elle dit qu'elle a commencé à crier lorsqu'elle l'a vu glisser sous la barre, s'envolant hors de la voiture alors que l'attraction se trouvait à environ 3 mètres du sol. L'audience a aussi montré que les opérateurs ignoraient dans les limites de sécurité sur la ceinture et la taille minimale des enfants. Selon les directives du Twister, tous les enfants mesurant entre 1,2 m et 1,5 m doivent emporter une ceinture de sécurité. Mais après avoir visionné les images de vidéosurveillance des opérations quotidiennes de l'attraction et interrogé des visiteurs du parc, un responsable de la santé et de la sécurité a constaté que ce n'était tout simplement pas le cas, en pratique. D'autres enquêtes ont révélé que plusieurs ceintures de sécurité de l'attraction ne fonctionnaient pas et que, même lorsque les ceintures étaient rapportées, des écarts importants subsistaient, ce qui signifiait que les passagers les plus petits n'étaient pas sécurisés.
Les enquêteurs ont conclu que l'accident était entièrement évitable et que plusieurs enfants avaient été mis en danger en raison de la violation des règles de sécurité par le parc d'attractions Lightwater Valley. L'entreprise a été condamnée à une amende totale de 349 527 livres sterling frais juridiques inclus. Les concepteurs originaux des montagnes russes, Reverchon, ont été mis en liquidation en 2008 et ont déposé le bilan, fermant ainsi leur usine de fabrication. Son rival Zamperla continue de fabriquer et de distribuer les montagnes russes Twister après avoir obtenu la licence de son design lors d'un bref accord avec Reverchon en 2003. Le seul changement de conception apporté par Zamperla est que les harnais sont désormais fixés au plancher du wagon, alors que ceux de Reverchon étaient entabaissés par-dessus la tête. Le Twister n'a pas survécu au reste de la saison 2019 et il a été démonté puis vendu au forain itinérant Emerson Edwards. Le parc d'attractions Lightwater Valley, qui est en activité depuis 1969, a connu plus de 10 incidents de sécurité depuis les années 1980, y compris un employé du parc de 17 ans qui a été paralysé après avoir été écrasé sous l'attraction du gymnase à bascule. Puis en 1991, l'Ultimate, la plus longue montagne russe d'Europe, a été impliquée dans une collision de wagons, blessant 5 personnes. Et en 2012, la jambe d'un enfant de 5 ans s'est retrouvée coincée entre le bord du quai et le wagon de la montagne russe Coccinelle. Depuis, le parc a mis hors service toutes ses attractions à sensations fortes, comme l'Ultimate, la Perle Noire, une attraction pendulaire conçue pour ressembler à un bateau pirate, et les rapides de la rivière Sauvage. Il se présente désormais comme un parc d'aventure familial destiné aux plus jeunes visiteurs. Vient ensuite le tristement célèbre accident du Top Thrill Dragster en 2021 qui a conduit à une refonte majeure du parc. Imaginez passer de l'arrêt complet à une vitesse vertigineuse de 120 miles à l'heure en seulement 3,9 secondes. C'est la promesse que les montagnes russes Top Thrill Dragster tiennent depuis leur premier tour emblématique en 2003. Mais l'attraction de 420 pieds de haut à Cedar Point n'a pas bougé depuis. Un accident dévastateur a laissé une femme avec de graves lésions cérébrales. Alors dans cette vidéo, j'analyse les incidents qui ont mis fin à l'original Top Thrill Dragster. C'est un dimanche chaud dans l'Ohio, le 15 août 2021. Rachel House, âgée de 44 ans, a voyagé depuis Swartz Creek, dans le Michigan, pour vivre cette attraction défiant la gravité qui ne dure que 17 secondes. En réalité, elle n'a aucune idée que le simple fait de faire la queue pour cette attraction va changer sa vie à jamais. Alors que le Top Thrill Dragster atteint son sommet lors de sa dernière descente. Un morceau de métal provenant de l'un des trains des montagnes russes se détache en plein trajet et vole en direction de House, la frappant à l'arrière de la tête. Son père, Robert Edmonds, est témoin de l'incident. Il voit ce qui ressemble à un carré noir voler dans les airs et frapper sa fille alors que le train des montagnes russes revient à la gare. D'où venait ce mystérieux carré noir et comment a-t-il fini par s'envoler pendant l'attraction ? Lorsque le Top Thrill Dragster a été lancé en 2003, c'était les montagnes russes les plus hautes et les plus rapides du monde. L'attraction de Cedar Point à Sandusky, Ohio, utilise la même propulsion que les véritables dragsters, transmettant environ 10 000 chevaux pour parcourir une piste de dragster en moins de 4 secondes. En fait, le Top Thrill Dragster vous offre l'expérience complète d'une course de dragster avec un compte à rebours réaliste du feu appelé Arbre de Noël, avant que les montagnes russes ne se lancent à toute vitesse. Ensuite, il vous propulse à 120 mètres de haut, à une inclinaison de 90 degrés et à une vitesse de 190 km/h. Le manège atteint ensuite le sommet avant de redescendre en piqué avec une vrille de 270 degrés pendant la descente. Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes ayant fait la queue pour le Top Thrill Dragster ce jour-là, mais les registres indiquent que l'attraction accueille plus de 900 passagers par heure. Selon un autre témoin, l'objet qui a frappé la femme a volé dans les airs comme un disque métallique. Le témoin John McDermott, qui faisait la queue pour l'attraction avec sa petite amie et son fils de 6 ans, dit qu'il se trouvait à environ 6 mètres d'elle. Lorsqu'il a vu un morceau de métal de la taille de la paume de sa main frapper la foule, puis a vu la victime s'effondrer au sol en hurlant de douleur. Également dans la file d'attente cet après-midi fatidique se trouvait David Vallot, un infirmier diplômé.
Il a dit que la scène était extrêmement chaotique, avec des foules de personnes criant et sautant par-dessus les barrières vers la sortie. Vallo a entendu qu'une femme était blessée et a couru à travers la foule pour la retrouver. Ensuite, lui et certains autres clients ont enlevé leurs chemises pour essayer de soigner ses blessures du mieux qu'ils pouvaient. Les services médicaux d'urgence du parc sont arrivés peu après. Les images de la caméra corporelle des secours montrent des personnes entourant l'endroit où Oz était au sol. Elle a aussi filmé un adjoint du shérif hors service racontant ce qu'il avait vu lors de cet événement traumatisant. Nous l'avons tous vu, va t'envoler vers l'un de tes 3 clubs et... Jusqu'à Iron Dragon. Jusqu'au sommet de l'une de ces choses, et tu as foncé vers le bas. Oz a été transporté dans un hôpital à proximité, avec ce que les rapports qualifient de blessures à la tête de type inconnu. Cependant, une déclaration publiée par sa famille, quelques jours après l'incident, indiquait qu'elle se trouvait en soins intensifs, dans un état critique, avec une lésion cérébrale. Mais quel était exactement cet objet métallique inconnu qui a conduit à cette expérience terrifiante ? À la suite des événements choquants, des enquêteurs du département de l'agriculture de l'Ohio, qui inspectent toutes les attractions de la fête foraine dans l'État, sont descendus à Cedar Point. Ils ont mené des inspections après l'accident, passé au peigne fin des milliers de rapports de maintenance, de témoignages et de résultats de laboratoire, et interrogé plus de 10 membres du personnel de Cedar Point. On a découvert plus tard que le morceau de métal ayant frappé House à l'arrière de la tête était une équerre en L fixée à l'arrière de la voiture du Grand 8. Les enquêteurs ont expliqué que l'équerre, d'une taille approximativement équivalente à celle de la main d'un homme adulte, est fixée à l'arrière de la voiture et est censée survoler la voie. L'équerre, ou plaque de proximité, communique efficacement avec le système d'exploitation du Grand 8, lui indiquant que le train a franchi une portion spécifique de la voie. Cependant, lors de la descente de 420 pieds de l'attraction, l'équerre s'est détachée avec la moitié des boulons qui la maintenaient et a frappé la victime à la tête. Selon le chef des attractions, David Miran, le Top Thrill Dragster a été inspecté pour la dernière fois 3 mois avant l'incident, le 14 mai, et aucun problème important n'a été découvert. L'attraction a donc passé son inspection d'état, qu'il a déclarée conforme, le 15 mai 2021. Et à cause de la loi Tyler, entrée en vigueur en 2017 après la mort tragique de Tyler Jarrell, qui a été éjecté d'une attraction à la foire de l'État de l'Ohio. Toutes les montagnes russes doivent être inspectées 2 fois par an par au moins 2 inspecteurs. La deuxième inspection du Top Thrill Dragster était prévue en septembre, le parc effectuant des vérifications quotidiennes sur les montagnes russes. À la suite de l'accident, l'attraction de 25 millions de dollars a été fermée pour le reste de la saison 2021 afin de permettre des enquêtes supplémentaires. Dans un rapport publié 6 mois après l'incident, les enquêteurs du département de l'agriculture de l'Ohio ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer la société Cedar Fair Entertainment Company, la société mère, coupable de quelconques infractions. Le long rapport de 620 pages comprenait un rapport d'accident de l'attraction, des examens de centaines de dossiers de maintenance, des témoignages et des entretiens avec le personnel de Cedar Point. Selon le département de l'agriculture, l'enquête n'a pas été menée pour déterminer la cause de l'accident, mais plutôt pour garantir que le parc respectait toutes les lois et réglementations afin d'assurer la sécurité de l'attraction pour ses visiteurs. Aucune négligence n'a été constatée, l'attraction et la plaque signalétique ayant été inspectées la veille de l'accident sans relever de dommages. Le rapport complet a indiqué que les boulons, qui étaient intacts le matin du 15, ont cédé à cause d'une rupture instantanée par surcharge. L'un d'eux s'était soudainement fracturé entre la tête et le corps du boulon entre les derniers contrôles de maintenance et l'incident. De plus, des entretiens ont été menés avec le personnel de maintenance impliqué dans l'entretien et l'exploitation de la voie et des montagnes russes. Ils ont mentionné 2 autres cas dans les mois précédant l'accident où le personnel avait remplacé des boulons manquants sur le Top Thrill Dragster. Et un rapport de maintenance datant de quelques jours auparavant indique qu'un employé avait resserré 16 boulons de frein et réparé un frein défectueux le 13 août. Le responsable de la maintenance des attractions du parc a déclaré que les plaques de signalisation de proximité à l'arrière de chaque train de montagne russe sont retirées puis replacées chaque année pendant la basse saison du parc. Avec une utilisation réduite pendant la pandémie de Covid, la révision a été réduite en concertation avec le fabricant de l'attraction, Antamin. Les enquêteurs ont précisé en avoir tenu compte mais n'ont relevé aucune infraction du parc. Affirmant que Cedar Point avait respecté son accord de révision réduite, le rapport a conclu que le programme de maintenance de Cedar Point pour les montagnes russes était conforme aux recommandations du fabricant.
Il a été constaté, d'après les registres de maintenance, que le personnel inspectait activement et effectuait les réparations nécessaires, ainsi que la maintenance préventive sur les montagnes russes. Un ordre d'arrêt d'exploitation a été imposé par l'État à la suite d'une inspection de l'attraction le 16 août, un jour après l'incident. En 2021, il a relevé plusieurs défauts, notamment des boulons desserrés, des ailettes de frein fixes et la structure du système de freinage. De plus, de nombreux boulons se sont avérés être d'une qualité différente ou inappropriée et plusieurs problèmes mécaniques ont été constatés concernant les wagons du train. Il a également constaté des dommages présumés sur l'ensemble du système de freinage de l'attraction, et l'incident de 2021 n'était pas le premier. L'attraction était fréquemment fermée pour maintenance en raison du système de lancement hydraulique complexe. Chaque composant mécanique ou électrique peut tomber en panne, la vie finit toujours par tourner mal. Il y a tellement de composants dans ce système que nous devons constamment les surveiller. Le 14 juillet 2000, 4 personnes ont été frappées par des débris volants pendant l'attraction. Les rapports indiquent que le câble de lancement, semblable à une corde métallique épaisse, s'est effiloché lors du lancement, projetant des fragments de métal sur les passagers. Leurs blessures, surtout des éraflures et coupures, ont été soignées sur place dans le parc. Lors d'un incident ultérieur, le 7 août 2016, 4 passagers ont également été touchés par des débris volants alors qu'ils étaient sur les montagnes russes, après que le câble de lancement se soit détaché de l'attraction. 2 personnes ont été soignées pour des blessures mineures et le Top Thrill a été fermé le lendemain pour des enquêtes. À la suite de l'incident de 2021, l'attraction est restée hors service après 19 saisons d'exploitation avec 18 millions de passagers ayant vécu le tout premier Stratocoaster Top Thrill au monde. Le dragster tel que vous le connaissez sera mis à la retraite en août 2023, a confirmé Cedar Point. Des spéculations concernant les plans de transformation du Grand 8 ont été annoncées pour rénover l'attraction, en remplaçant son système de lancement par des moteurs linéaires synchrones. Le Grand 8 rénové sera désormais une expérience à triple lancement, avec une inauguration prévue pour 2024 sous le nouveau nom Top Thrill 2. On ne sait pas ce qu'est devenue Rachel House, ni si elle s'est remise de ses blessures. La dernière déclaration publiée par la famille remonte à quelques jours après l'incident en 2021, lorsque la victime a été transportée à l'hôpital Saint-Vincent de Toledo. La famille, bouleversée par l'accident à Cedar Point, a remercié tous pour leurs pensées et prières. Ils ont déclaré que Rachel se battait pour sa vie et que la famille souhaitait un peu d'intimité. Ce tragique accident n'empêchera pas plus de 380 millions de personnes de faire environ 1,7 milliard de tours de montagnes russes chaque année dans les parcs à travers les États-Unis. En 2021, l'incident de la rivière déchaînée à Adventureland a révélé une liste inquiétante de violations de la sécurité. Une fête d'anniversaire a tourné au drame, le 3 juillet 2021, lorsque Michael Atamio, âgé de 11 ans, s'est noyé lors de l'attraction Rivière déchaînée au parc d'attractions Adventureland, dans l'Iowa. La famille en était là pour célébrer le prochain 16e anniversaire de son frère David. Malheureusement, l'attraction des rapides a pris une tournure tragique lorsque leur radeau s'est retourné. Michael et son frère David, incapables de détacher leur ceinture, sont restés piégés et se sont noyés tandis que leurs parents appelèrent à l'aide. Pourquoi le radeau de 800 kg s'est-il retourné ? Comment l'urgence a-t-elle été gérée dans le parc et qu'a révélé l'enquête officielle ? Voici les questions auxquelles je voulais répondre en débutant mes recherches. Et il ne reste plus que quelques week-ends. N'arrête pas. Présentée comme un excellent moyen de se rafraîchir en famille, la Raging River Ride était un incontournable du complexe Adventureland depuis son ouverture en 1983, lors de l'attraction des radeaux de 6 personnes naviguaient à travers les rapides de la rivière artificielle. Raging Rivers, concepteur de manèges intimes de Liechtenstein, est bien connu pour ses attractions à sensations fortes et ses montagnes russes présentes dans les parcs d'attractions du monde entier. Alors, comment une attraction aussi populaire a-t-elle pu finir en catastrophe ? La chaîne d'événements a commencé le 2 juillet 2021, un jour avant l'accident mortel, lorsqu'une inspection effectuée par l'inspecteur de l'État de l'Iowa, Bruno J. Buriola, a été validée. Il a vérifié le nouveau système de contrôle installé sur le fonctionnement de l'attraction et a inspecté visuellement les bateaux. L'attraction avait réussi toutes les inspections effectuées au cours des 5 années précédentes.
En avril, l'inspection a vérifié la station et trave sans les bateaux ni l'eau, et un mois plus tôt, les bateaux avaient été inspectés physiquement. Selon Boreola, l'attraction a fonctionné comme elle le devait la veille de l'incident. 3 juillet 2021, 15h, 4h30 avant l'accident, le personnel de maintenance a retiré plusieurs radeaux de l'attraction à cause d'une vessie dégonflée, y compris le bateau numéro 2, qui allait transporter la famille Atamio. Quelques heures plus tard, chacune des 8 vessies du bateau a été contrôlée et régulièrement retirée pour être regonflée ou remplacée si elle était dégonflée. 17h45. Tous les radeaux réparés, sauf un, ont été remis en service sur l'attraction. Le bateau numéro 2 était de nouveau en service, bien que la qualité de ses réparations soit fortement remise en question. À ce moment-là, tout semblait fonctionner correctement. Peu de temps après, Amber Estrada, âgé de 31 ans, est monté dans l'attraction avec sa famille. Ils ont rencontré des problèmes avec le radeau pendant le trajet, ce qui a fait que la mère de 3 enfants ne se sentait pas en sécurité. Elle a déclaré aux journalistes que le bateau se coinçait souvent sous ses pieds, produisant un bruit de grincement. La famille Estrada a décidé de se pencher en avant sur leur siège pour empêcher leur radeau de chavirer. Amber n'a pas signalé l'incident au parc parce que son fils autiste était bouleversé et qu'il devait en partir avant 19h30. La famille Jatamio, David Sr., sa femme Sabrina, leur nièce adulte et leurs 3 fils âgés de 11, 14 et 15 ans sont montés à bord du bateau numéro 2 et ont commencé à descendre les rapides. Pendant l'attraction, la famille s'est rendu compte que leur radeau se remplissait lentement d'eau tout au long du parcours. Il a ensuite heurté des rochers placés le long du parcours, conçus pour faire avancer le radeau. Lorsqu'il s'est retourné, nous étions tous coincés dans nos sièges et nos ceintures de sécurité. Je vois les silhouettes de mes fils essayant de s'attraper l'un l'autre, de nous attraper. Ils voulaient qu'on les aide. Nous ne pouvions pas le faire. Oh non. Nous ne le verrons pas grandir. David Sr. s'est retrouvé coincé entre le radeau chaviré et les rochers. Il s'est fracturé l'épaule en tentant désespérément de s'échapper et de libérer ses fils coincés. Puis, ajoutant au chaos, le bateau derrière les Jatamio est descendu la rivière et a percuté leur radeau retourné. Il a réussi à passer, continuant jusqu'à la fin du parcours. Les passagers ont sauté dans l'eau lorsque le bateau suivant est passé pour aider. Des ouvriers préparant des feux d'artifice à proximité, alertés par des cris, sont venus aider rapidement. 19h30. Un appel au 911 est arrivé au centre de dispatch d'Altoona, juste à l'extérieur de Des Moines, Iowa. Les opérateurs ont eu du mal à comprendre l'urgence à cause des cris. Allô, nous sommes à Adventureland Park. Il y a eu un accident sur les manèges jaunes ici. L'appelant était Emmanuel Rico, un garçon de 16 ans originaire du Nevada, qui se trouvait 2 embarcations devant sur l'attraction Raging River. Témoin de l'horreur depuis son radeau, il a raconté à l'opérateur que David Sr. appelait à l'aide. Selon l'appelant du 911, le père paniqué était déjà couvert de bleu. Il n'y avait aucun membre du personnel près de la rivière pour surveiller les radeaux. Des témoins affolés ont alerté les policiers d'Altoona hors service et les pompiers médecins présents ce jour-là avec la sécurité du parc. Ils se sont alors précipités à travers le parc pour aider, tandis que les employés du parc semblaient toujours ne pas être au courant. Pendant ce temps, le centre de répartition 911 a réussi à localiser Rico pendant l'appel frénétique et a immédiatement envoyé de l'aide. 19h45. Les pompiers, la police et les ambulances sont arrivés sur les lieux. Ils ont suivi le protocole préétabli et se sont rendus à l'entrée de secours. Un ensemble de grilles du parc conçues pour un accès rapide en cas de crise. À leur grande consternation, les grilles d'accès étaient cadenassées. Les responsables des secours se sont dirigés vers la porte 2, l'accès le plus proche de l'attraction aquatique. Cependant, les préparatifs du feu d'artifice du 4 juillet bloquaient complètement la zone. En conséquence, l'ambulance n'a pu s'approcher qu'à 100 mètres du site, ajoutant ainsi des minutes cruciales à leur temps d'intervention. À leur arrivée, les secours ont découvert que l'attraction des rapides n'avait pas été vidangée et qu'il restait encore 60 cm d'eau dans le canal entourant le bateau de Atamio. La famille a ensuite estimé que leur fils était resté piégé sous l'eau dans le radeau retourné pendant environ 10 minutes, incapable de détacher leur ceinture de sécurité pour s'échapper. Le plus jeune, Michael, est décédé le lendemain à la suite de l'accident. Leur fils du milieu, Auguste, n'a subi que des éraflures et des contusions mineures. David Jr., l'aîné des 3, a souffert d'un manque d'oxygène et a passé 1 mois sous assistance respiratoire.
Au début, Mancelai a été placé dans un coma artificiel. Lorsqu'il a repris conscience pour la première fois, il ne pouvait ni voir ni parler. Depuis, il a retrouvé la vue, la parole, et il marche et mange des aliments solides. Alors que la nouvelle de l'accident faisait la une des journaux, la principale question restait « Pourquoi le radeau s'est-il retourné ?» L'État a immédiatement ordonné la fermeture de l'attraction le lendemain matin. Une inspection complète a été effectuée en plein jour, à la recherche de réponses. L'enquêteur de la division du travail de l'Iowa a confirmé que le radeau avait touché le fond du canal à plusieurs reprises lors du trajet de Atamio sur la rivière, ce qui a provoqué un dégonflement partiel. L'inspecteur a identifié des marques de frottement sur le béton et des entailles récentes sur les déversoirs en bois. Alors que l'air quittait le radeau, celui-ci s'est retourné dans le dernier virage de l'attraction, projetant la famille Atamio dans l'eau. Le bateau des Atamio s'est retrouvé avec une de ses chambres à air dégonflé et une indentation extérieure sur le tube en caoutchouc extérieur. Les bateaux pesaient chacun 800 kg et possédaient une lourde plaque de métal au fond, pour la stabilité. Selon Guy Cook, un avocat représentant Adventureland, les bateaux ne se retourneraient pas à cause d'une seule chambre à air dégonflé. Il en est convaincu. Avec le poids également réparti sur les bateaux, il serait extrêmement difficile pour le radeau massif de se retourner, même si l'une des chambres à air s'était dégonflée. L'avocat a affirmé avec assurance que l'attraction est manifestement sûre et qu'elle a fonctionné des milliers de fois au cours des 40 dernières années, sans incident. Essentiellement, le complexe affirme qu'il devait y avoir d'autres facteurs en jeu. Non seulement le radeau s'est retourné alors qu'il n'aurait techniquement pas dû, mais l'eau dans cette section ne s'est pas complètement évacuée, laissant la famille piégée dans 60 cm d'eau. Si l'attraction fonctionnait comme elle le devait lors des inspections précédentes, pourquoi l'eau ne s'est-elle pas évacuée ? L'enquête a confirmé que l'opérateur de l'attraction avait bien appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence une fois qu'il a découvert l'accident. Cela aurait dû évacuer rapidement toute l'eau du parcours vers le réservoir de 4,5 millions de litres de l'attraction. L'attraction est conçue comme un long parcours en descente entourant le réservoir et se terminant par une sortie dans ce bassin de rétention. Par conséquent, si les pompes sont arrêtées, la force de gravité videra toute l'attraction, permettant ainsi un entretien ou des opérations de sauvetage en toute sécurité. Une théorie discutée en ligne est que le réservoir aurait pu être trop rempli au moment de l'accident, probablement à cause de l'eau de pluie. En conséquence, l'eau s'accumulera dans l'attraction, laissant une partie du parcours inondée. Une photographie aérienne de 2009 de l'attraction montre la dernière portion sous l'eau. Pendant que les pompes sont arrêtées, on peut voir un bateau jaune échouer dans la même section où le radeau de Atamio s'est retourné et est resté coincé. Une publication Facebook montrait Raging River dans ce même état de débordement une semaine avant l'accident. L'inspection avant la saison 2021 a été effectuée. Alors que l'attraction, y compris le réservoir, avait été entièrement vidangé, l'inspecteur a déclaré que l'arrêt d'urgence et le système de vidange d'eau n'avaient pas été testés. À ce moment-là, il aurait été presque impossible de reconnaître le risque que les radeaux s'échouent sur le parcours sans voir l'attraction remplie d'eau. Contrairement aux affirmations d'Adventureland, de nombreux incidents impliquant des passagers ont eu lieu dans le monde entier depuis 1984. 21 accidents ont été recensés, dont 8 mortels. Les dangers des attractions de rapide ont été si évidents que l'Association internationale des parcs d'attractions et des loisirs a publié des recommandations pour leur exploitation en toute sécurité. Par exemple, les parcs doivent disposer d'une surveillance et d'un système de sonorisation couvrant l'ensemble de l'attraction. Du personnel formé doit être présent sur place, ce qui était un point faible à Adventureland. Des procédures complètes de sauvetage aquatique et d'évacuation doivent être mises en place. Pour des situations comme celle de Jaramillo, celles-ci devraient également être chronométrées et révisées, comme les entreprises le font avec les exercices d'incendie. L'association recommande aussi d'améliorer les accès et chemins menant au système de canalisation du parc. Et les arrêts d'urgence avec l'effet escompté sur l'eau doivent être testés. Si ces mesures avaient été suivies, il y a de grandes chances que Michael Jaramillo serait encore en vie. Après l'accident, les inspecteurs de l'État ont relevé 17 infractions à la sécurité liées à l'attraction. Les déversoirs ou barrages ont été remplacés par des pièces incorrectes et des réparations insuffisantes. Cela comprenait le fonctionnement avec des pressions d'air inadéquates dans les vessies du radeau au lieu de réparations professionnelles. Les fuites ont été colmatées à la hâte avec Flexil, un produit présenté dans les téléachats à la télévision, le ruban adhésif super résistant et étanche.
Les cordes des radeaux ont été trouvées mal attachées, et la réaction du personnel face au départ successif des radeaux a été jugée insuffisante. En plus de cela, après les réparations, le parc n'a pas testé l'attraction sans passagers. Ensuite, concernant le plan d'évacuation, l'itinéraire pour évacuer les blessés n'avait pas été mis à jour et les modifications du parc ont ralenti la réponse d'urgence. Pire encore, le rapport a reconnu que l'installation des feux d'artifice bloquait l'itinéraire. Les autres conclusions concernaient le manque de supervision des attractions, une mauvaise planification de l'évacuation, l'absence de documentation et une formation insuffisante du personnel à tous les niveaux de responsabilité. Des mois après l'accident, Adventureland et les inspecteurs de l'État de l'Iowa ont continué à se concentrer sur une erreur inexplicable concernant le radeau. Malgré l'affirmation du parc selon laquelle l'attraction avait été arrêtée en urgence, il ne semble pas aussi curieux de savoir pourquoi l'eau ne s'est jamais complètement écoulée du canal jusqu'à présent. De nombreuses questions restent, comme pourquoi le personnel a mis autant de temps à intervenir et comment l'attraction a pu être inspectée alors que le parc était fermé. Seul le temps dira si Adventureland sera plus strict dans le respect des normes de sécurité de l'industrie à l'avenir. Pour plus de détails sur ce qui s'est mal passé, Spencer Thompson a écrit un excellent article que j'ai mis en lien dans la description. En passant d'une tragédie aquatique à une autre, nous ne pouvons pas oublier l'incident du Tugboat de Branson. L'introduction des tugboats dans les combats militaires dans les années 1920 a été une véritable révolution. Un véhicule amphibie capable de manœuvrer aussi bien sur terre que sur mer. Une voiture si révolutionnaire que des historiens estiment qu'elle a aidé les Alliés à gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais près de 60 ans plus tard, et modifiés pour les touristes, ils sont devenus connus comme des pièges mortels, après la mort de près de 40 personnes ces dernières années. Le 19 juillet 2018, un canard amphibie transportant 31 personnes a chaviré sur le lac Table Rock dans des conditions proches de l'ouragan. 17 personnes sont mortes lorsque le canard amphibie a coulé à cause d'une tempête imminente. L'excursion de 70 minutes débute généralement sur la terre ferme par une visite des sites touristiques de Branson. Mais la survivante Tia dit que l'opérateur de la visite a indiqué qu'il ferait d'abord la partie sur le lac, car des intempéries étaient prévues. Moins de 30 minutes plus tard, selon les survivants, le véhicule amphibie allait couler au fond du lac. Le capitaine Scott McKee a indiqué l'emplacement des gilets de sauvetage, mais a affirmé que les passagers n'en auraient pas besoin. Ni la loi fédérale ni la loi du Missouri n'exigent que les passagers portent des gilets de sauvetage sur les navires commerciaux. Mais peu après, alors que le bateau amphibie commençait son excursion sur l'eau, la tempête a frappé avec des vents atteignant 70 miles à l'heure, créant des vagues de 3 à 5 pieds de haut. Coleman était assise près de l'avant du bateau amphibie et a dit qu'elle n'a pas immédiatement soupçonné de danger lorsque le navire a commencé à tanguer dans les eaux turbulentes. Elle dit que les passagers ont reçu l'ordre de rester assis lorsque les grosses vagues ont commencé à frapper le bateau. Elle n'a paniqué que lorsqu'une énorme vague a frappé la proue et que l'eau a pénétré à l'intérieur. Coleman a ensuite heurté quelque chose de dur lorsque le bateau a commencé à prendre l'eau. Bientôt, elle a perdu de vue tout le monde lorsque l'eau l'a entourée. La dernière chose qu'elle a entendue avant que le bateau ne coule, c'était la supplique désespérée de sa belle-sœur de saisir le bébé. Coleman et son neveu de 13 ans Donovan ont été les deux seuls membres de la famille sur les 11 à survivre. Son mari, ses 3 enfants, sa belle-mère et son beau-père, son neveu, sa belle-sœur et son oncle ont tous sombré avec le bateau en même temps. Lauren Smith, âgé de 14 ans, était sur le Tugboat avec son père de 53 ans Sam et son frère de 15 ans Lance. La famille, originaire de l'Arkansas, était en vacances annuelles à Branson et voulait faire l'expérience d'une balade en Tugboat. Sa mère Pam, cependant, est restée à terre. Lauren dit que le temps semblait beau et que l'eau paraissait calme avant qu'ils ne partent sur le Tugboat. Mais peu de temps après avoir quitté la terre ferme, le temps s'est détérioré lorsque de fortes vagues ont commencé à secouer le bateau. Sa mère Pam a dit que son mari l'a appelée juste avant que le bateau ne coule, disant que la situation n'avait pas l'air bonne et qu'il l'aimait. Elle ne reverrait jamais son mari ni son fils vivant. Une autre survivante, Alicia Dennison, âgée de 12 ans et originaire de l'Illinois, dit que sa grand-mère, Leslie Dennison, est morte en essayant de la sauver. Elle a senti Leslie la pousser vers le haut depuis le fond, en direction de la surface. Alors que le bateau coulait, Gillian Collins, 15 ans, était à bord avec sa famille et a indiqué que les fenêtres étaient scellées. Les passagers sont restés brièvement coincés sous le toit.
Alors que le bateau coulait, le capitaine aurait réussi à détacher le toit, leur permettant ainsi de nager jusqu'à la surface. Selon son père, Shane, il lui a fallu toute sa force pour remonter à la surface, car le bateau qui coulait aspirait les gens vers le fond. Miraculeusement, toute la famille Collins, composée de 9 personnes, a réussi à survivre à cette épreuve. Le témoin Braden Malaski était sur le Branson Bell lorsqu'il a vu le Tugboat. En filmant sur le pont, il a capté les derniers instants avant le naufrage. Sa vidéo montre comment les rafales de vent soulevaient tant des vagues frappant le bateau, l'eau frôlant les fenêtres. La vidéo se termine quelques secondes avant que le bateau ne chavire, selon les rapports. Des témoins oculaires ont déclaré que les passagers ont été projetés hors du navire alors qu'il coulait. Le capitaine du Branson Bell a jeté environ 60 gilets de sauvetage à l'eau, espérant que les passagers du Tugboat puissent pas flotter jusqu'à leur secours. Tragiquement, 17 personnes ont perdu la vie ce soir-là, lorsque le bateau a coulé à seulement 75 mètres du quai. Les propriétaires de Ripley Entertainment affirment n'avoir connu aucun accident en plus de 40 ans d'activité. Le président de la société, Jim Pattison Jr., a attribué la tragédie à l'arrivée soudaine de la tempête. Mais le service météorologique national avait émis une alerte d'orage violent, avertissant de vents dépassant les 70 miles à l'heure vers 11h20 ce matin-là, près de 8 heures avant que le bateau ne coule, alors que la tempête se dirigeait vers Branson. Les services météorologiques ont émis une deuxième alerte d'orage violent vers 18h30. Seulement une demi-heure avant que le bateau ne coule dans le lac Table Rock, les témoignages des survivants contredisent également l'idée que la tempête est arrivée de nulle part. Comme le capitaine leur avait dit avant qu'ils ne partent pour la visite sur l'eau, une tempête était attendue. 5 jours après que le bateau ait coulé, les opérations de sauvetage ont remonté l'épave à la surface pour une enquête plus approfondie du Bureau national de la sécurité des transports, mieux connu sous le nom de NTSB. Il faudra encore 2 ans au NTSB pour publier le rapport de leurs conclusions. Il a conclu que la cause probable de l'accident était liée à Ride the Ducks. La poursuite des excursions nautiques par Branson malgré les avertissements d'orages violents. Il a aussi reproché à la garde côtière de ne pas avoir prévu de flottabilité de réserve dans les véhicules amphibies. C'est essentiellement la surface du navire, au-dessus de la ligne de flottaison, qui peut être rendue étanche pour augmenter la flottabilité du bateau. De plus, la garde côtière a été blâmée pour ne pas avoir pris de mesures contre les véhicules équipés d'un toit rigide qui entravait la fuite des passagers. Le NTSB a déclaré que le fait de ne pas avoir mis en œuvre 22 recommandations formulées après un accident de Tugboat en 1999 qui avait fait 13 morts dans l'Arkansas avait contribué de manière significative à l'accident. Il a constaté que seulement 9 des 22 recommandations avaient été respectées, et que des défauts de conception, comme une garde au franc-bord insuffisante entre le pont et la ligne de flottaison, ainsi que les auvents montés au-dessus, restaient un danger pour l'exploitation des tugboats touristiques. Un enregistreur vidéo et une carte SD ont été récupérés de l'épave, que les enquêteurs allaient examiner pour reconstituer les événements ayant conduit au naufrage. Le rapport indique que le capitaine a terminé un briefing de sécurité 10 minutes avant la rafale de vent, précisant l'emplacement des sorties de secours et des gilets de sauvetage. Moins de 3 minutes plus tard, on entend le capitaine passer un appel à la radio, et quelques secondes après, une alarme de cale se déclenche, que le capitaine aurait apparemment désactivée. On peut entendre un deuxième appel radio où il explique que de l'eau éclaboussait parfois dans le compartiment des passagers avant que l'audio ne soit coupé. On pense que le véhicule était encore à la surface de l'eau au moment de ce dernier appel. Le rapport précise que l'inondation est survenue par une trappe d'admission d'air à la proue non étanche aux intempéries. Le capitaine du bateau, Kenneth Scott McKee, qui a survécu, a été inculpé de 17 chefs d'accusation pour inconduite, manquement au devoir par un officier de navire et négligence. Chaque chef d'accusation représente une vie perdue dans l'accident. Un an plus tard, le directeur général de Ride the Ducks Branson et le responsable de service au moment des faits ont été ajoutés à la liste des inculpés. Les 3 hommes ont également été inculpés d'homicide involontaire, mais en avril 2022, le tribunal a abandonné toutes les charges contre eux. Selon le juge du Missouri, les caractéristiques uniques du tugboat ont conduit à son naufrage rapide. Il a également été constaté que les employés utilisaient le radar d'une société météorologique privée pour les bulletins météo. Le radar n'aurait indiqué que de la pluie pour ce jour-là et aucun rapport de vent n'a été signalé. Par conséquent, le personnel était au courant de la tempête, mais ne savait pas que les vents de la tempête étaient dangereusement forts. Le NTSB a conclu que la tempête qui a frappé Branson ce jour fatidique était un derecho.
un type de tempête associé à des vents violents et des orages capables de causer des destructions comparables à celles d'une tornade. En janvier 2020, Ripley Entertainment, qui détient également les droits de Ripley's Believe It or Not, a réglé le dernier des procès intentés par les victimes pour une somme importante mais non divulguée. Cependant, des rapports antérieurs indiquaient que le règlement pour les victimes pourrait avoisiner les 100 millions de dollars. André Dufy, dont le cabinet d'avocats a géré 2 litiges liés aux Duckboats à Philadelphie, affirme que les Duckboats sont des pièges mortels, parce que leur conception n'est adaptée ni à l'eau ni à la terre, étant à la fois voiture et bateau. Fait intéressant, le concepteur du Stretch Duckcept était un entrepreneur autodidacte sans aucune formation formelle en ingénierie. Le concepteur Robert McDowell, ex-propriétaire de Ride the Ducks, a témoigné lors d'une déposition dans un procès pour décès injustifié. En 2015, un accident entre un duckboat et un bus a causé la mort de 5 étudiants universitaires. McDowell a appris par lui-même à construire et à entretenir les duckboats, même s'il n'avait fait que 2 années d'université et n'avait aucune expérience en mécanique. Les tours en duckboat ont été suspendus à Branson après l'incident de 2018, mais ont repris en 2022. Les nouveaux exploitants de tours n'utilisent ni plus l'ancien modèle de duckboat et ont introduit l'Hydroterra. Le nouveau bus amphibie de visite serait plus sûr grâce à sa coque remplie de mousse, ce qui empêchera de couler. Le Terra possède toujours un auvent, mais n'a plus les rideaux latéraux comme son prédécesseur. Le nouvel exploitant, Branson Duck Tours, affirme que le modèle mis à jour est le seul navire approuvé par les gardes-côtes qui s'est avéré insubmersible. Malheureusement, le nouveau modèle de Duckboat offrira très peu de réconfort aux familles genre des 17 personnes qui ont perdu la vie sur le lac Table Rock en 2018. Lorsque des cris ont retenti à Luna Park, c'était pour toutes les mauvaises raisons. Ce qui a provoqué cette catastrophe d'incendie de montagne russe pourrait vous surprendre. Une soirée de divertissement sans limite pour les familles et les jeunes au Luna Park de Sydney se termine dans les flammes. Lorsque 7 personnes perdent la vie dans un incendie dévastateur, des allégations choquantes de corruption policière, d'incendies criminels et de crimes organisés ne tardent pas à suivre. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, les autorités espèrent qu'une récompense d'1 million de dollars aidera les familles à trouver des réponses au mystère obsédant de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, en 1979. Le Luna Park de Sydney, avec son architecture féerique, est en activité depuis 1935. Des milliers de familles ont créé des souvenirs inoubliables à l'intérieur de cette attraction de style Art déco, reconnaissable à ses portes en forme de bouche béante. Mais en juin 1979, un incident a changé cette perception après qu'un père, ses 2 fils et 4 camarades d'école primaire ont été tués. L'une des attractions les plus populaires du parc, le train fantôme, était l'un des points forts du lieu. Le trajet de 2 minutes et demie serpentait à travers un labyrinthe de tunnels sombres où des imitations de ghouls et de bêtes se cachaient à chaque tournant. Il accueillait 2 personnes, dans des wagons en forme de petites locomotives, transportant les passagers sur 180 mètres de rails électriques. Remplis de scènes effrayantes, de virages en épingle à cheveux et d'un faux incendie, juste après 22 heures dans la nuit du 9 juin. Cependant, certains passagers ont remarqué de vraies flammes provenant de la scène du faux incendie, environ aux 3/4 du parcours. Pensant que cela faisait partie de l'aventure, ils ont décidé de ne pas le signaler. 5 meilleurs amis de Waverly attendaient avec impatience le train fantôme effrayant. C'était leur première soirée seuls, sans l'accompagnement de leur famille, et les adolescents passaient là le meilleur moment de leur vie. Ils n'avaient aucune idée que seul l'un d'eux quitterait le parc vivant. Selon le survivant Jason Holman, ses 4 amis sont montés dans les 2 wagons devant lui. Il s'est assis seul dans le suivant et a dit que, bien qu'excités, les garçons étaient aussi un peu nerveux à propos de l'attraction. Plus de 30 autres passagers étaient également dans leur wagon, se préparant à vivre cette expérience macabre. Holman a regardé les wagons de ses amis entrer par les portes battantes marquées « Porte de l'enfer ». Mais alors que son wagon s'approchait de l'entrée, il a été arraché du manège par l'un des employés du parc. Au début, Holman n'a vu aucun signe d'incendie. Il était déconcerté par l'employé qui l'a tiré hors du wagon en marche. Quelques instants plus tard, il a vu la fumée s'échapper de l'entrée, puis les cris ont commencé, sans aucun système de gicleur pour ralentir l'incendie. Le feu s'est propagé rapidement.
Les passagers se sont vite retrouvés piégés dans l'obscurité, tandis que fumée et flammes envahissaient le train fantôme. Des passagers titubaient hors de l'attraction, tandis que d'autres frappaient les cloisons, cherchant désespérément une sortie de ce labyrinthe en flammes. Alors que Holman observait les scènes de chaos et de flammes, il a vu des passagers couverts de suie sortir de l'attraction. Mais ce qui s'est passé ensuite allait se rejouer sans cesse dans son esprit. Depuis que des wagons vides en flammes sont sortis de l'attraction sur la voie mécanique, ses 4 amis étaient introuvables. Debout à côté de Holman se trouvait une femme bouleversée, tenant une glace dégoulinante. On apprendra plus tard que cette femme était Jenny Godson. Son mari et ses 2 enfants étaient devenus de Warren pour des vacances en famille. C'était la première fois que leurs enfants, âgés de 2 et 4 ans, voyaient la côte, et ils profitèrent de leur temps au parc d'attractions. À la fin de la soirée, la famille avait encore 4 tickets de manège, et les garçons ont décidé de les utiliser pour le train fantôme en se dirigeant vers l'attraction. Godson a été submergée par ce qu'elle a appelé une envie bizarre de glace, qu'elle ne mangeait habituellement pas. Elle a demandé à sa famille d'aller l'attendre à l'entrée de l'attraction pendant qu'elle prenait une glace. Elle ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa famille vivante. J'étais de la campagne. Je suis venue ici pour passer une soirée avec ma famille. Tout mon monde s'est effondré d'un coup. Alors qu'elle retournait vers le train fantôme, elle a vu de la fumée s'échapper de l'attraction, mais ses fils et son mari avaient disparu. Pendant ce temps, les survivants ont raconté que leur wagon était entouré de flammes hautes de 4 mètres lorsqu'ils ont atteint la sortie. L'endroit a simplement pris feu, il y avait des gens qui entraient et sortaient, il n'y avait que des flammes qui jaillissaient et une fumée épaisse. Je pense que j'ai tout fait et j'ai encore du mal à croire que c'était si près de chez moi. Le personnel du parc Luna a bravé l'enfer en flammes et la fumée épaisse en courant à l'intérieur pour faire sortir les gens du labyrinthe sombre. Le personnel avait d'abord pensé que tous les passagers étaient en sortie vivants, mais les wagons vides sortant du tunnel du train racontaient une autre histoire. Les secours sont arrivés rapidement sur place. Mais en raison d'un approvisionnement en eau insuffisant dans le parc, ils ont été contraints de puiser l'eau directement dans le port, ce qui a entravé leurs efforts pour lutter contre l'incendie. Lorsque l'incendie a finalement été éteint, vers 23h30, les secouristes ont fait la macabre découverte. Les restes de la famille de Godson ont été retrouvés blottis ensemble dans un tunnel sombre. Les corps des 4 amis de Waverly ont été découverts dans une autre partie de l'attraction. Ils n'avaient que 13 ans. Quelques heures plus tard, l'enquêteur principal de l'incendie, l'inspecteur détective Doug Knight, a écarté toute théorie d'incendie criminel. Nous sommes désormais convaincus que l'incendie est dû à un défaut électrique dans le bâtiment. L'inspecteur Knight avait ordonné la démolition et le nettoyage du site du train fantôme et supervisé la destruction des décombres restants. Moins d'une demi-journée après l'extinction de l'incendie, le site a été rasé au bulldozer et les ruines ont été enlevées. Le déblaiement rapide du site va à l'encontre de la procédure policière qui aurait dû consister à boucler la zone après l'enlèvement des corps afin de préserver les preuves de toute destruction ou contamination. 2 jours après la tragédie, la mère d'une victime s'est rendue sur les lieux de la mort de son fils pour y déposer une fleur. Selon elle, il n'y avait ni ruban de scène de crime, ni même de policiers sur place. Elle a trouvé très étrange que la seule chose qui restait du train fantôme était le plancher. Mais malgré cela, le récit de la police est resté ferme. C'est bien un défaut électrique qui a causé l'incendie. Le parc Luna a fermé ses portes pendant 3 ans après l'incendie et a rouvert sous une nouvelle direction en 1982. Pour beaucoup, cependant, l'idée qu'un défaut électrique ait causé l'incendie ne semblait tout simplement pas crédible. Mais pourquoi étaient-ils si convaincus qu'il s'agissait d'un incendie criminel ? En 1977, 2 ans avant l'incident mortel, les pompiers avaient averti les responsables du parc Luna des risques posés par le tunnel en bois du train fantôme. L'inquiétude venait de l'absence de lumière de secours et de panneaux de sortie. Le parc n'a également pas tenu compte de l'avertissement d'installer un système de gicleurs et d'ajouter un dévidoir à l'intérieur de l'attraction. En mai 1979, les mesures de protection contre l'incendie n'avaient toujours pas été mises en place, et les exploitants ont reçu 12 mois supplémentaires pour effectuer les changements nécessaires. L'incendie s'est déclaré quelques semaines plus tard, selon un inspecteur des incendies qui a examiné le train. En 1977, l'intérieur de l'attraction était un véritable labyrinthe composé de bois peint en noir, ce qui rendait la visibilité difficile, même lorsque les lumières ont allumé.
Il a déclaré qu'il n'avait pu retrouver son chemin hors du labyrinthe qu'en suivant la voie ferrée 9 semaines après l'incendie. Une enquête du coroner a émis l'hypothèse qu'un mégot de cigarette jeté, le manque d'éclairage, de signalisation et les tunnels sombres en forme de labyrinthe avaient tous contribué à la tragédie. À la fin de son enquête, le coroner a conclu que Luna Park avait failli à son devoir de diligence envers les clients, mais pas au point de justifier une accusation de négligence criminelle. L'enquête a conclu que les 7 décès étaient dus à une intoxication au monoxyde de carbone et à des brûlures, mais que les décès étaient finalement accidentels. Il s'est avéré par la suite qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer cette suggestion. Selon les rapports, il y avait plusieurs panneaux d'interdiction de fumer sur l'attraction. En plus de cela, aucun passager n'avait vu ni senti de fumée de cigarette ce soir-là. 8 ans plus tard, en 1987, l'Autorité nationale de lutte contre la criminalité a ouvert une nouvelle enquête sur la tragédie. Mais bien qu'aucune nouvelle preuve n'ait été découverte, les autorités ont estimé que les enquêtes précédentes étaient inadéquates et inefficaces. Il faudrait encore 34 ans avant que les familles des victimes obtiennent des réponses concrètes sur ce qui s'est passé ce soir-là. En 1979, le journaliste Carl Meldrum Hanna a découvert une mine d'erreurs graves dans la manière dont la police avait mené l'enquête. Cela comprenait des déclarations de témoins manquantes, le nettoyage irrégulier de la scène de l'incendie, ainsi que l'implication de personnages louches du milieu criminel. Ces recherches ont été étayées et soutenues par des documents inédits et des entretiens enregistrés par l'artiste Martin Sharp, qui était responsable de la restauration de la célèbre Luna Park. Visage rieur n'a jamais cru que l'incendie était un accident. Plusieurs témoins avaient déclaré à la police avoir senti une forte odeur de kérosène, un type de paraffine, près de la fausse cheminée à l'intérieur de l'attraction, qui aurait été le point d'origine de l'incendie. Mais ces signalements n'ont jamais été examinés par la police. Des témoins ont aussi signalé un groupe d'hommes à l'air louche, habillés en motard ou en vêtements de moto, près du train fantôme lors de l'incendie. Les Dowd, qui était adolescent à l'époque, a déclaré à la police qu'il avait surpris un groupe de motards vêtus de jeans en train de parler de répandre du kérosène et d'y mettre le feu avec une allumette, selon Dowd. Il a entendu l'un d'eux dire, je cite, « Tu es fou de faire ça », puis il a commencé à courir vers la sortie. Cependant, de nombreux témoins affirment qu'ils se sont sentis sous pression, voire intimidés par la police pour suivre un récit différent de ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Encore plus sinistres sont les allégations de corruption policière qui ont impliqué le principal enquêteur, Doug Knight, avec des syndicats du crime organisé. On pense que Knight était ce qu'on appelle un fixeur qui acceptait de l'argent de criminels pour manipuler des enquêtes. En fait, de nouveaux rapports révélés par des officiers supérieurs de la police de la Nouvelle-Galles du Sud allèguent que le chef du crime, Ab Safran, ou Monsieur Sin comme on l'appelait, a personnellement ordonné l'incendie du train fantôme. Son mobile pour l'incendie. Acquérir un bien immobilier en bord de mer. Ces allégations se sont renforcées lorsque, après l'incendie, Luna Park a été vendu à un soumissionnaire plutôt douteux, ayant des liens familiaux avec Safran. D'autres enquêtes ont révélé que l'incendie criminel était l'arme de prédilection de Monsieur Sin lorsqu'il s'agissait d'attaques contre des biens commerciaux. Il voulait acquérir pour lui-même et Doug Knight, en tant qu'intermédiaire, lui permettait de s'en tirer impunément. Safran est décédé en 2006, mais un an après sa mort, sa nièce a révélé au Sydney Morning Herald que son oncle était responsable de l'incendie du train fantôme. Mais personne n'était censé mourir. L'incendie, a-t-elle dit, avait été déclenché pour qu'il puisse obtenir le contrôle du bail du parc pour lui-même. Un jour après l'entretien, la nièce a exigé que l'histoire ne soit pas publiée. Plus tard, elle nierait avoir fait les révélations qui lui étaient attribuées, même si l'entretien avait été enregistré en avril 2021. Le coroner de l'État a officiellement demandé aux autorités de la police de la Nouvelle-Galles du Sud de revoir toutes les preuves concernant la cause et l'origine de l'incendie, ainsi que les circonstances entourant les décès qui en ont résulté. Puis, en juillet 2021, le ministre de la Police a annoncé que l'enquête serait rouverte et a donné aux gens 1 million de raisons de se manifester avec de nouvelles informations. Je suis ravi que le gouvernement ait jugé bon d'offrir une récompense d'1 million de dollars. C'est approprié compte tenu de l'intérêt public pour cette enquête. Le temps qui passe a rendu un peu plus difficile pour nous d'obtenir des preuves et c'est pourquoi je fais appel au public.
Si quelqu'un sait quelque chose, même s'il pense l'avoir déjà signalé, je lui demande de revenir vers la police de la Nouvelle-Galles du Sud et de fournir toute information qu'il estime liée à cet incident. Les familles des victimes ont accueilli favorablement la réouverture des enquêtes, espérant que de nouvelles pistes pourraient les aider à trouver la paix dont elles ont tant besoin. Mais après plus de 4 décennies, il est décourageant de penser à toutes les preuves et témoignages potentiels perdus à cause de la corruption au plus haut niveau. Et comment un système censé protéger a failli aux 7 victimes. Aujourd'hui, un train fantôme rénové circule toujours à Luna Park. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, regardez celui-ci ensuite et, si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour soutenir la chaîne.